Bienvenue dans Parole d'Expert IT. Euh, Bienvenue dans cette émission, dans ce podcast où on parle du lien entre les recruteurs, les managers et leurs clients et les consultants. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir une nouvelle personne pour ce nouvel épisode, Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Je vais te laisser te présenter avant d'expliquer pourquoi je me suis dit que c'était intéressant de te faire venir dans cette émission. Mais avec plaisir et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Johanna Bouy, je suis la fondatrice de The Workologist, qui accompagne les cabinets de recrutement et les recruteurs indépendants, donc tous les prestataires du recrutement, dans le développement de leur activité. Donc ça veut dire faire un meilleur recrutement pour les candidats, pour les clients et pour eux-mêmes, et travailler de façon pérenne pour tout le monde. Donc voilà ce que je fais depuis maintenant 4 ans. Et avant ça, j'ai un parcours de plus de 10 ans dans le recrutement, où j'ai recruté en tant que manager opérationnel, précisément, puis en agence de recrutement, donc en tant que prestataire, et puis ensuite en interne chez le client, puisque j'étais responsable recrutement d'un grand groupe dans l'IT. Super. Et du coup, pourquoi c'était intéressant pour nous de te faire venir ici ? On a un cabinet de recrutement dans l'IT et on est souvent confronté à des discussions, des problématiques de comment se faire valoir en tant que prestataire de recrutement face aux managers et comment faire pour équilibrer l'échange et réussir à faire du recrutement de façon pérenne et facile. Donc, voilà. C'est un des sujets en fait de fond du recrutement, et pas seulement pour les prestataires, mais aussi pour les recruteurs internes. C'est la reconnaissance, ou plutôt la mauvaise reconnaissance du métier auprès des clients, et la mauvaise compréhension peut-être de ce que c'est le recrutement auprès de ces clients-là, qui pourtant sont les premiers concernés, sont les donneurs d'ordre. Et néanmoins, on voit qu'il y a parfois un peu d'immaturité ou de problématiques liées au recrutement. Donc le sujet que moi j'adresse, qui est par le biais de la formation, du coaching auprès des prestataires, c'est justement monter le niveau de jeu pour essayer de travailler ensemble avec les cabinets de recrutement et les clients ensemble, mais aussi avec les candidats d'ailleurs, pour créer un recrutement qui soit plus efficace, qui soit plus qualitatif. À l'heure de l'IA, c'est d'autant plus important aussi, plus relationnel. Okay. Comment ça par rapport à l'IA, qu'est-ce qui fait que ça change la donne maintenant ? Sur 2 niveaux, ça change la donne. Déjà, sur les notions de productivité, bien sûr, on est maintenant tous capables d'être équipés de moyens de production qui nous étaient inaccessibles avant, que l'on soit un client final, que l'on soit un cabinet de recrutement, ou peu importe d'ailleurs. Donc ça change quand même la donne, parce que finalement, il y a un petit peu une logique de, entre guillemets, concurrence sur certains outils qui viennent en fait peut-être faire une partie de la chaîne de valeur, en tout cas a priori, notamment je pense au sourcing, mais pas que, au matching par exemple. Donc ça, c'est la première chose que ça change. Donc il y a une disruption finalement du marché par des moyens de production qui nous sont maintenant plus accessibles. Et la deuxième chose que ça change, c'est qu'il y a une volumétrie énorme, à la fois niveau candidat, donc candidatures qui sont envoyées à l'aide d'IA. Donc ça nous fait des milliers et des milliers de CV envoyés de façon très facile. Là où avant, faire un CV, ça demandait des compétences plus accrues. Et à la fois de l'autre côté, on va avoir une facilité finalement à produire des annonces, à produire des projets de recrutement par le biais d'outils. Donc, ce que ça va produire, c'est que les machines, déjà, vont peut-être se parler l'une à l'autre à un moment donné. Et ce faisant, la valeur se déplace. La valeur se déplace de juste « je trouve le candidat », ce qui est déjà énorme, à « je trouve le candidat, mais je dois aussi l'engager », puisque ma valeur va résider en tant que recruteur maintenant dans l'engagement de ce candidat dans le processus. Ok, donc ça veut dire que maintenant, c'est plus le nurturing qui va compter que le fait de le trouver, peut-être ? Ce sera les deux, bien sûr, parce que trouver le candidat, en fait, on peut avoir une illusion, notamment avec les outils, que c'est plus facile parce que c'est plus volumique. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons candidats. On peut avoir effectivement 500 candidatures, mais aucune qui ne soit adaptée. Donc ça, il faut déjà se méfier en premier chef. Et de l'autre côté, effectivement, la dimension relationnelle, moi j'appelle ça l'ingénierie relationnelle, que l'on peut avoir avec nos clients et avec nos candidats, va prendre d'autant plus de valeur qu'elle n'est pas copiable. Ok. Comment c'est pas copiable ? C'est-à-dire que chacun aura une façon différente de faire Aussi, elle n'est pas copiable par les outils, déjà. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui quand on est un cabinet de recrutement, mais même quand on est un recruteur interne, c'est de s'appuyer sur des outils pour développer sa productivité en interne, de façon en back-office, si on peut dire. Mais par contre, en front de client, que ce soit client interne ou client externe, ou avec le candidat, garder bien cette ingénierie relationnelle qui fait la différence finalement d'un cabinet à l'autre. Et là où tu as raison, c'est que la personnalité de la marque du cabinet et la personnalité du recruteur, donc sa marque expert, va pleinement s'exprimer, va prendre d'autant plus de valeur. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la marque employeur, se faire connaître et faire connaître ses façons de faire, etc.
pour pouvoir plus montrer. Que jamais. Ouais. Mais pas que, d'ailleurs. Je pense vraiment en marque expert en tant que recruteur, qu'on soit, encore une fois, recruteur interne pour des raisons politiques, pour faire valoir en fait ce qu'on fait, pour obtenir de la reconnaissance, des budgets, etc. en interne, mais également externe, évidemment, pour obtenir des clients, des projets. Donc, dans les deux cas, on est intéressé par le fait de développer une marque personnelle adossée à notre marque expert de recruteur, qu'elle soit solo, si on est recruteur indépendant, par exemple, ou qu'elle soit adossée à une marque de cabinet ou une marque d'entreprise. D'accord, ok, je vois mieux. Donc, par exemple, plus parler sur LinkedIn, c'est quoi les choses qu'on pourrait faire un peu Il y a plusieurs choses. La première chose, avant même de parler communication à l'externe, c'est peut-être de prendre conscience de ce qu'on fait et de la valeur que ça a. Donc, c'est-à-dire que souvent, les recruteurs, finalement, c'est des personnes qui vont beaucoup produire et qui vont être un petit peu invisibles. Donc, on ne va pas se rendre compte forcément de la charge de travail que ça représente, mais au-delà de la charge, de la valeur que ça a pour l'entreprise, par exemple. Je pense notamment à nos amis recruteurs en interne, pour qui c'est parfois difficile de faire entendre leur voix. Mais pareil, en externe, quand on est cabinet de recrutement, parfois, le client ne se rend pas forcément compte en fait, de tout le travail qu'on déploie derrière pour sortir des CV, par exemple, ou pour lui envoyer des candidats. Donc, la première chose, c'est faire valoir ce qu'on fait. Et ça, c'est notre devoir un petit peu. Je pense qu'on ne peut plus laisser ça à la main des autres en disant « bah oui, je ne suis pas reconnue, hein, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, mon métier ». C'est à nous maintenant de prendre un petit peu les rênes de ça et de se dire bah, « finalement, je te parle en ROI, je parle en KPI, je te parle dans ton langage, toi, manager opérationnel ou client en face de moi ». Et ce faisant, j'obtiens plus de reconnaissance puisque je sais faire valoir ce que je fais. Ça, c'est moi avec moi-même et avec mes clients. Et après, j'ai moi à l'externe. Et effectivement, on peut avoir de la communication, notamment sur LinkedIn. Je pense que prendre la parole sur LinkedIn, encore une fois, ça n'a jamais été aussi facile parce que maintenant, on est aidé par les outils. Si c'est bien fait, ça peut être intéressant. Évidemment, il faut se garder de faire des copier-coller, sinon ça sert un petit peu à rien. Mais l'idée, c'est en fait de voir... d'apporter de la valeur en fait à son audience de façon générale, que ce soit à ses collègues de travail, ses clients, les gens qui nous lisent si on publie du contenu par exemple. C'est le plus important, je pense, c'est apporter quelque chose, un éclairage différent, une valeur différente, quelque chose qui soit aussi reconnaissable. Ok, je vois. Et donc là, on parle souvent on veut pousser un consultant, on doit le présenter à un manager. Comment on valorise, parce que du coup, ça aussi, ça fait partie de la marque employeur, aussi de la marque du recruteur. Comment on valorise un consultant, la perle rare? Comment on crée la relation avec le manager avec qui on va travailler? C'est tout un art. C'est tout un art parce qu'en fait, le sujet de fond, c'est la confiance. C'est finalement comment est-ce qu'on peut créer un pont qui crée la confiance entre les deux personnes qui ne se connaissent pas a priori. Côté client, il peut y avoir une sorte de réticence ou une sorte de méfiance qu'on peut comprendre en se disant bah oui, il va me raconter qu'il est le plus beau du monde et qu'il travaille le mieux et qu'il connaît très bien mon sujet, super, mais comme tout le monde, parce que tout le monde me tient le même discours. Donc comment est-ce qu'on obtient plus de confiance? Déjà en étant plus crédible, donc pareil, faire valoir les résultats qu'on a déjà obtenus, essayer de démontrer qu'on est spécialiste, par exemple, de certains métiers en parlant le même langage que la personne en face. J'ai pas dit en étant au même degré d'expertise. C'est pas notre métier d'être l'expert technique. Néanmoins, comprendre de quoi on parle de façon approfondie, c'est forcément un plus. L'autre chose, c'est la méthodologie de travail. Notre focus à nous, c'est sur le recrutement. Ça paraît évident à dire, mais parfois on a du mal à se rappeler que notre métier à nous, au-delà de la technicité de l'industrie qu'on va adresser, c'est le matching. Donc, c'est comprendre les gens, aller les chercher, les engager dans un process, comme je disais tout à l'heure, être en capacité de, quand on les appelle, ils nous répondent. Tout ça, c'est ça notre métier de recruteur. Et en fait, c'est ça qu'il faut expliquer à la personne en face pour déjà lui démontrer, lui donner de la clarté sur ce qu'on fait. Ok. Donc, ça commence déjà vraiment dans le brief qu'on va faire, ou qui va nous faire plutôt. Comment on va aborder les choses, comment on va lui expliquer tout le process et comment on va créer déjà ce rapport de confiance dans ce brief-là et dans les marches à suivre. Je pense que le brief, c'est l'étape la plus importante. Okay. Mais vraiment pour tout le monde, tout recruteur, qu'il soit interne, externe, tout recruteur, parce que finalement, c'est le cahier des charges. Donc évidemment, d'un point de vue
purement technique, sans ça, et si on ne creuse pas en fait ces parties-là, on ne pourra pas faire bien notre travail. Donc déjà, on va à l'échec si on reste de façon superficielle. Et c'est parfois quelque chose qu'on peut faire quand on est un peu junior, par exemple, parce qu'on n'ose pas trop finalement se mesurer au manager, lui faire creuser la question, lui demander plus d'explications ou relever des inaptitudes, des choses inexactes, etc. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et le plus vite possible, parce qu'au-delà de la confiance, il y a aussi une notion de posture. Pour que la personne nous respecte en tant que partenaire, plus forte raison, mais en tous les cas en tant qu'une partie prenante égale à elle, il faut aussi qu'on ait la posture de l'expert qu'on prétend être. La posture, c'est une question de confiance, c'est aussi une question de gérer le process. Donc comme tu le disais, à ce moment-là, à la fois, on est garant du process de l'entretien lui-même, donc du brief lui-même. Donc on ne doit pas se faire balader, entre guillemets, par notre client qui n'a pas le temps, qui ne veut pas nous expliquer, etc. C'est notre devoir, encore une fois, d'aller creuser, mais aussi du process au global, du process de recrutement. Donc c'est certainement pas au client de devoir faire des allers-retours ou de demander des news au recruteur. C'est bien au recruteur d'avoir mis déjà au préalable des rendez-vous avec notre client pour qu'il se sente un peu bordé et en confiance, du coup. Ok. Parce que souvent, les problématiques qui arrivent, je parle d'expérience, c'est que les managers, même si c'est une priorité lorsqu'ils nous en parlent pendant le brief, quand le temps avance, eux, ils ont d'autres choses à faire et ça devient compliqué de par exemple, de envoyer tous les CV, de travailler en fait, forcément avec eux. Comment tu abordes ça? C'est vraiment avec des points fixes à chaque fois que... Oui, la plupart du temps, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est que, encore une fois, on est garant du processus. Donc, un process qui soit le plus simple et le plus régulier possible. Donc, des points hebdo en général. On va aussi, à la fois, ça va nous servir à avoir les avis de nos clients internes ou externes sur les candidats, par exemple. Mais aussi, ça va nous servir à démontrer ce qu'on a fait dans la semaine, parce que ce qui ne se voit pas n'existe pas pour eux. Donc, c'est aussi important. La deuxième chose, c'est qu'il faut se montrer flexible parfois sur la typologie de mode de décision et de mode de travail de notre client. Donc parfois, il faudra peut-être avoir 2 personnes autour de la table. Il faut adapter le mode de décision avec lui, en fait, pour que ce soit le plus facile possible. J'ai des clients, par exemple, que j'accompagne, donc des cabinets de recrutement, qui, avec certains clients à eux, travaillent avec WhatsApp. Parce que leurs clients à eux sont plus dessus, donc c'est beaucoup plus facile. Ou sur Slack, par exemple. Donc, on adapte le moyen de communication. Ça importe assez peu, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir une régularité de rapport avec notre client le plus possible, aussi pour capter un peu les signaux faibles. Parce qu'au-delà, en fait, des points hebdomadaires qu'on va faire bien notre travail, on va nous montrer nos petits tableaux, etc., on est content. Ce qu'on veut aussi capter, c'est est-ce que le client, où en est le client dans son process de décision? Est-ce qu'éventuellement, il a fait rentrer d'autres personnes dans le process dont on ne serait pas au courant? Et tout ça, on le sait parce qu'on a un rapport, j'allais dire amical, pas forcément amical, mais en tout cas personnel, le plus personnel possible avec notre client. Plus on va en fait tisser ce lien avec la personne et plus on sera au courant aussi des choses. Donc ça va nous permettre même de comprendre que finalement, son critère, il a un petit peu bougé, que lui s'en est pas vraiment rendu compte, mais nous, en tant qu'experts, on le voit. Donc ça, c'est important. Avoir un process bien calibré et puis ensuite le formaliser régulièrement quand même par des mails, etc., qui nous montrent bien les degrés d'avancement. Ok. En fait, finalement, ça revient à la confiance. C'est créer des jalons pour qu'on puisse avoir des points, se comprendre et se dire ok, on est encore en diapason sur les sujets et on avance ensemble au lieu d'avancer tous les deux séparément, par exemple. Exactement. Ok. Je comprends mieux. Quand tu parles on parle souvent donc de cette relation-là. Qu'est-ce que on doit vérifier en termes de signaux faibles, à part le fait que donc il peut y avoir de nouvelles personnes qui peuvent rentrer sur le recrutement, d'autres cabinets par exemple. Il y en a d'autres signaux faibles qui peuvent être importants de capter. Moi, ce que je travaille beaucoup avec mes clients, donc pareil, cabinet de recrutement, recruteur indépendant, mais c'est aussi valable en interne, je pense, c'est de scorer ses clients. Okay. Ce que j'entends par là, c'est finalement donner un peu le Nutri-Score de nos clients en recrutement, basé sur des critères qui sont importants pour nous. En général, ça va être à peu près toujours les mêmes. Donc, il va y avoir la faisabilité du poste, l'urgence réelle ou supposée du poste. Il va y avoir les raisons du départ. Est-ce qu'il y a finalement un peu des red flags au sein de l'équipe, en termes de management, etc. Tout ça va nous permettre de montrer si le job est faisable ou pas et à quel degré il est difficile. La géographie, évidemment, la rémunération, donc tout ce qui concerne le poste lui-même, mais aussi ce qui concerne le donneur d'ordre.
Donc là, le manager opérationnel, est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il est engagé dans le processus? Est-ce qu'il nous donne toutes les informations? Et puis ensuite, il va y avoir toute la partie, on va dire, du processus. Donc, est-ce qu'il y a des concurrents internes ou externes? Et même pour les recruteurs internes, c'est important de savoir finalement si on est en concurrence avec des cabinets, par exemple, ou même avec le manager lui-même qui peut-être, par son réseau, essaie de travailler par lui-même. C'est pas forcément une concurrence négative, on peut aussi travailler tous ensemble, mais il faut le savoir. Il faut savoir parce qu'il faut savoir, nous, à quel moment du process on se situe, quoi. D'accord. Donc ça, c'est important et c'est des choses à revérifier, je pense, tout au long du process pour être sûr que ça ne bouge pas. Okay. Mais ça veut dire que, parce que si on a le moyen de juger, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, on a le droit de se dire aussi, de dire non, dire en fait, ce recrutement, c'est pas possible, ou il y a trop de personnes en jeu, c'est une possibilité. Alors, c'est complètement une possibilité. C'est, je pense, quelque chose qui est très difficile à faire pour beaucoup de personnes, notamment les prestataires, parce qu'ils vont pas vouloir dire non à un client. Ça peut paraître très contre-intuitif. En réalité, ça l'est pas tant que ça. Parce que si on est capable d'expliquer à notre client pourquoi est-ce que finalement son projet n'est pas tenable en l'état et pourquoi on ne va pas travailler dessus aujourd'hui. Donc, soit c'est une question de compétence. On n'a pas la compétence au sein du cabinet, par exemple. On n'a pas la ressource, on n'a pas le vivier. On va orienter vers un confrère, par exemple. Ça, c'est OK. Mais si c'est parce que son job, finalement, il est trop immature, il n'est pas avancé, il ne correspond pas au marché, etc., c'est une bonne façon aussi de travailler, de faire de la pédagogie avec lui pour l'amener à comprendre que, déjà, on est honnête, on ne va pas travailler pour rien, on ne va pas non plus l'engager dans un process et lui faire perdre du temps. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous positionne comme un partenaire crédible. Donc, oui, tout de suite maintenant, sur du court terme, on peut se dire qu'on perd un client. Sur du long terme, je pense qu'en fait, on gagne sa confiance, encore une fois. Il est encore toujours question de confiance. C'est valable aussi pour l'interne, parce que quand on est en capacité de challenger en fait, la personne qu'on a en face et de dire bah non, l'état, ton job en fait, n'est pas faisable. Je te montre l'état du marché, regarde, en fait, il n'y a personne. Et donc, il va falloir bouger certains paramètres. Si la personne ne veut pas, en fait, c'est plutôt à nous de dire bon, en l'état, je ne peux pas travailler. OK. Voilà. J'ai l'impression que c'est facile à dire et que c'est compliqué à réaliser. Oui, parce qu'on ne prend pas à dire non, mais de façon générale, on a beaucoup de mal avec l'idée de dire non comme étant un refus qui va vexer quelqu'un, parce qu'en fait, on a surtout peur de la confrontation. C'est surtout ça. Mais si on le fait de la bonne façon, il y a des méthodes pour le faire. C'est une des choses que j'enseigne, c'est comment est-ce qu'on peut dire non avec doigté et puis sans se mettre les personnes à dos, bien au contraire. Et j'ai de nombreux exemples où mes clients, et même moi, ça m'est arrivé personnellement, avons dit non. Et en fait, la personne nous rappelle. En disant, OK, un mois après, on est 3 semaines après, en fait, vous êtes le seul à m'avoir dit la vérité, en réalité. Donc, OK, je suis prêt pour travailler. Et à ce moment-là, le client, en fait, est dans une zone de maturité par rapport à son poste et à son propre engagement qui est nettement plus sympathique. OK. Mais c'est hyper intéressant parce que je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait aussi scorer son client. Enfin, de se dire, OK, il fonctionne comme ça. C'est important de se dire, OK, telle note, je sais pas, il répond assez vite ou il répond lentement. Ou peut-être, je ne vais pas te dire un manager toxique, mais voilà, dire toutes ces petites données-là, c'est hyper important. Oui. Et donc, OK. Et sur le fait que tu parles d'expérience où c'était arrivé, est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple, de situation où tu as dû vivre dire un no-go Oui, et ça m'est arrivé assez régulièrement. Dire no-go déjà pour des candidats, mais même en amont pour des postes, c'était un poste qui n'était pas faisable en l'état. Donc j'avais fait une pré-recherche. Il ne faut pas arriver en faisant un non de facto comme ça, sans explication, évidemment. Il faut arriver avec un petit peu de data. Encore une fois, je pense vraiment que la data est clé de façon générale, en démontrant que le sourcing en l'état, c'était, 100 personnes. Donc 100 personnes, s'il y en a peut-être 10% qui sont disponibles et disposés à peut-être changer de poste, combien sont sur la zone géographique. Enfin, voilà, ça amenuise encore et encore les personnes disponibles. Et en fait, le manager ne voulait pas trop bouger ses critères. Donc, on avait un peu le côté un peu double peine. Donc, non seulement le poste était compliqué, était un peu rare, n'était pas très bien payé. Et puis, ça commence à faire beaucoup. Donc, à un moment, je veux bien, on travaille avec ce qu'on a, mais on ne peut pas faire des miracles non plus. Donc là, le sujet, c'est soit on se met autour d'une table et on travaille ensemble pour trouver d'autres avantages, pour peut-être ouvrir ses chakras sur certains sujets. Je pense au télétravail, par exemple, à d'autres choses.
pour compenser finalement les faiblesses intrinsèques du poste. Est-ce que peut-être il y a une question, et c'est ce qu'on a fait finalement, de juniorité qui avait été mal pesée quelque part dans le poste. Donc, en d'autres termes, la personne voulait un senior au prix d'un junior, et en plus, il fallait qu'il fasse ci et ça et ça. Donc, il avait besoin de réalisme, en d'autres termes. Comme il était un peu têtu. Mais ça tombe bien, moi aussi. Donc, on a eu des discussions animées, mais étayées, par contre. Donc, après, c'est toujours lui le décisionnaire, bien sûr. C'est lui le client, c'est lui qui décide. Par contre, moi, je ne peux pas travailler... encore une fois, je ne suis pas magicienne. Donc, je lui donne tous les éléments pour lui permettre de décider en toute conscience. C'est ça, mon boulot. Et une fois qu'il prend sa décision, elle ne m'appartient plus. Et en fait, quand il a commencé à comprendre cet état d'esprit-là, au bout d'un moment, il est quand même revenu vers moi en me disant « Bon, OK, peut-être qu'il va falloir qu'on travaille sur un entre-deux, ou peut-être qu'il faut refaire un peu la fiche de poste. » Et là, c'était bon. Mais du coup, ça exige qu'il fasse quand même pas mal de feedback par rapport à ce que tu vas lui proposer. Qu'est-ce qui se passe si tu as un manager qui est un peu plus silencieux et qui n'est pas forcément disponible pour te répondre ou pour avancer avec toi sur ces différents points, ou qui sont éloignés, quoi. Il faut l'avoir vu en amont. Je pense que là, dans la phase de brief, et les travailler un peu au corps, surtout dans les premières phases, pour créer cette relation le plus possible. Si on est en interne, c'est essayer d'aller sur place directement, aller voir les personnes, mais même en externe d'ailleurs. Et en fait, tenir un maximum cette relation, essayer de s'adapter le plus possible. Moi, j'avais des managers, par exemple, qui ne répondaient pas au téléphone, mais ils répondaient par mail parce que c'était plus simple, parce que c'était asynchrone. Voilà, on s'adapte là-dessus. Après, c'est une question de responsabilisation aussi. On ne peut pas passer tout notre temps à courir après nos clients, évidemment, même si on comprend parfaitement qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et c'est vrai, ils n'ont pas que ça à faire. Ce n'est pas que ça leur métier. Donc, on peut le comprendre. C'est pour ça qu'on a les rendez-vous ensemble. Donc, à partir de là, si en fait c'est bien dimensionné, il n'y a aucune raison. Donc, si en fait il n'y a pas d'engagement, c'est probablement qu'il y a une déresponsabilisation en se disant bon, envoyez-moi les CV, puis je verrai bien. Donc là, il faut reprendre un peu les rênes, à mon avis. C'est un peu le sujet que j'essaie de travailler de façon générale avec mes clients. Moi, mes sujets de cœur, je dirais, c'est la premiumisation. Donc, c'est finalement avoir aussi une façon de travailler plus haut de gamme, plus qualitative pour tout le monde. Et ça, c'est aussi être plus sélectif et plus en posture, finalement, aussi plus forte. D'accord. Et donc, comment... parce que du coup, dans cette idée de premiumisation... comment tu fais, même pour que le manager se sente embarqué, accompagné par toi? Et donc, qu'est-ce que tu mets derrière le mot premiumisation plus exactement? Il y a plein de choses. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Premiumisation, c'est d'abord... être premium, c'est d'abord être perçu comme quelqu'un de qualitatif et de haut de gamme. Donc, c'est pas juste un logo doré, quoi. C'est pas monter ses prix non plus. C'est en fait plutôt avoir une qualité de service et d'expérience qui n'est pas possible ailleurs, qui est plus haut de gamme, et avoir une spécialisation et une expertise qui est la plus pointue possible par rapport aux besoins du client. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir des sujets de comment est-ce qu'on va travailler, de processus, d'outils, de conditions aussi, qui permettent aussi d'avoir un certain engagement de notre client aussi, ça. Donc ça, c'est important. Et effectivement, pour les clients, comment est-ce qu'on va avoir cette relation premium avec eux? C'est pareil, dès le début, tout au long du process, et en essayant de les comprendre le mieux possible, notamment en phase de brief. C'est-à-dire que le plus on va être en profondeur, et faut pas hésiter à faire l'extra mile, en fait, c'est ça, je pense, un des points. C'est déjà dans la compréhension, donc à creuser, et peut-être même le challenger sur des sujets auxquels il n'avait pas pensé. Je pense que si en brief, le client se dit « Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça », on a gagné, déjà. Je pense que déjà, on a marqué des points, en tout cas. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis ensuite, c'est essayer de faire ce que les autres ont un peu la flemme de faire parfois. Donc peut-être, faire plus beau, plus propre, aller faire un mapping du sourcing, etc., pour donner aussi une qualité de service complète à notre client. Ok, je vois. Et comment tu vois ce paradoxe que je trouve qu'on reconnaît souvent quand on fait de la prestation, c'est que le recrutement... Quand le manager vient pour nous proposer, nous dire « oui, j'ai besoin de telle personne », ça a l'air super important. Et au fil du temps,
les autres actions qu'il a à faire, parce que peut-être il est submergé, justement parce qu'il lui manque quelqu'un, prennent le pas sur le recrutement, et donc il met ça un peu de côté. Et donc même si on a une offre un peu premium, comme tu dis, c'est extrêmement dur de le recalibrer pour lui dire, en fait, ta priorité, c'est le recrutement et pas forcément ton bateau qui est en train de couler. C'est vrai que c'est un travail de tous les instants, mais je pense que le fait de scorer déjà le client à la base nous montre où est-ce qu'il faut mettre notre énergie aussi. Donc on a des clients plus ou moins matures dans leurs besoins, en réalité. Donc c'est déjà arrivé aussi d'avoir des clients qui ont un besoin, mais qui est un peu flottant, disons. Ils ont besoin de recruter, mais c'est pas si urgent en réalité. Et donc, mis bout à bout, les actes nous disent que c'est pas si urgent. Donc, je pense que là, il y a besoin d'un recadrage et de démontrer, de lui demander en tout cas si le besoin est réel ou pas, en fait, ou s'il est là au cas où pour alimenter un pipe, ou peut-être pour démontrer à son N+1 qu'il fait un effort de recrutement, mais bon, finalement, c'est pas si urgent. Donc, c'est aussi à nous de voir où est-ce qu'il se situe. Donc, c'est de le situer le plus en amont de la phase possible. Et puis ensuite de recadrer le cas échéant. Et ça, un des arguments, c'est d'expliquer que on travaille avec des gens, on travaille avec des candidats, des ressources qui du coup ne sont pas éternelles. Donc c'est des personnes qui viennent sur le marché du travail et qui ne vont pas y rester. Donc ça, c'est un point qui paraît évident, pareil, mais qu'il faut toujours rappeler de façon très concrète, en fait. Ok, oui, c'est sûr. C'est souvent, je trouve qu'il y a pareil, c'est un paradoxe, c'est que le consultant, il se rend disponible et j'ai l'impression que le manager se dit qu'il est un peu en position de force parce qu'il décide. Et en fait, quand on lui dit, il accepte finalement, et le consultant dit, non, mais en fait, j'ai eu une deuxième mission, donc je peux pas. Il est toujours choqué, outré. Et donc, je trouve ça amusant que tu en parles comme ça, parce que c'est vrai que ça arrive souvent. Justement, quand je parlais de spécialisation tout à l'heure, finalement, c'est le client qui doit se sentir un peu excité de travailler finalement avec le cabinet parce qu'il va avoir accès aux meilleures ressources, aux meilleures personnes, à des talents rares, etc. Donc ça, c'est la capacité aussi du cabinet à vendre ses profils, dans le sens noble du terme, j'entends évidemment, donc à les promouvoir, etc. et à avoir les meilleurs profils aussi. Donc là, on est littéralement au cœur de notre métier qui est d'essayer d'identifier et d'engager des profils qui sont le plus ad hoc possible et si possible avec des compétences rares, etc., désirables sur le marché. Quand je parle de premium, finalement, dans la notion de premium, il y a une notion de désirabilité aussi. J'ai envie de travailler avec vous parce que vous avez l'air meilleur que les autres, en gros, et en plus, vous êtes plus sympa, et en plus, vous avez l'air plus crédible, etc. Mais c'est valable aussi pour les candidats. Vous avez les meilleurs candidats, des candidats plus rares, des candidats plus engagés, etc. Donc, finalement, il faut renverser un peu le rapport de force en démontrant aussi au client qu'il n'est pas tout seul, il n'y a pas qu'un client. Par contre, il y a un seul candidat, en effet. Ouais, c'est vrai. Nous, on fait un vrai travail on appelle ça nos VIP, de suivi de nos consultants qu'on a déjà éprouvés, qu'on sait qu'ils travaillent bien, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas rester longtemps. Donc, les avoir en amont et les proposer plus facilement aux clients managers. Donc, Et je pense que dans ce travail-là, il y a tout un enjeu aussi de copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art de convaincre avec les mots et puis d'avoir une action grâce à notre façon d'écrire. Donc c'est très utilisé dans le marketing à la base, mais je pense qu'on aurait tout intérêt dans le recrutement à s'en inspirer pour promouvoir aussi les profils, sans les survendre, mais pour promouvoir les profils qu'on va donner aux clients, qu'on va proposer aux clients. Ah oui, donc quand par exemple on envoie un CV, l'explication, la notation qu'on met à côté, ce serait du copywriting qu'on devrait faire pour pouvoir promouvoir et encore mieux. Je pense qu'on peut s'en inspirer parce que finalement, oui, on peut faire un envoi de CV avec quelques bullet points efficaces. Bon, ça fonctionne évidemment. Mais on est dans un environnement quand même assez concurrentiel. Et pour que la personne en face, le client, se rende compte aussi de la valeur des personnes, parce qu'il sait lire un CV a priori. Donc les bullet points, c'est bien, mais ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à cette personne ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi finalement ses grands travaux, ses grands résultats, etc. Comment il peut prouver en fait qu'il est vraiment un expert dans son domaine ? Qu'est-ce qu'il a obtenu dans ses expériences précédentes, etc. En fait, raconter une histoire, raconter l'histoire de notre candidat, c'est s'en faire un peu le porte-voix, le porte-parole, encore une fois, sans survendre, parce que notre travail, c'est aussi de mettre à jour des zones d'ombre éventuelles, etc., des zones de risque, évidemment, même fortement, mais c'est aussi de raconter l'histoire du candidat autrement que par un vulgaire CV qu'il a déjà de toute façon. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on a tout de suite, on pense
surtout à ne pas faire perdre de temps à notre manager plutôt qu'à lui raconter l'histoire. On se dit que si on développe quelque chose, en fait, on va arriver à une situation où on va se dire j'ai pas le temps. Mais il ne faut pas écrire un livre non plus. Ouais, si on me lance, moi. Alors attendez, bougez pas, je vous sors le prochain Pulitzer, il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, copywriting, ça ne veut pas forcément dire faire des très très longues phrases, c'est même plutôt le contraire. Oui, c'est une écriture qui est une écriture persuasive, donc une écriture qui est plutôt courte quand même et adaptée au format dans lequel il s'inscrit. Donc si c'est un livre, ce sera plus long, et puis si c'est un article, ce sera moyen, et si c'est effectivement un compte rendu dans un mail, c'est censé être court et ne faire qu'une page dans le corps du mail, évidemment. Mais la façon de le tourner, finalement, l'angle qu'on va prendre pour raconter que, je sais pas, Julie a 10 ans d'expérience en sales dans tel domaine, on peut l'écrire comme ça, mais on peut l'écrire aussi autrement. Ça va aussi avoir un effet d'empreinte, finalement, chez le client, qui va plus s'en rappeler et qui va peut-être être aussi plus hooké, plus intéressé. Oui, je pense aussi que c'est aussi dans le nombre de... On revient à cette idée de premium, mais c'est dans le nombre de CV qu'on envoie, avoir une certaine rigueur, de se dire, nous, je sais qu'on fait toujours un pipe de 3. On se dit, c'est les 3 meilleurs. Voilà. Et donc avoir une logique comme ça d'efficacité, mais de cohérence. Donc, Exactement. Et l'un va avec l'autre, en fait. Parfois, on peut avoir tendance à opposer un peu les deux et à faire volume versus efficacité versus qualité. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que si on a bien travaillé en amont notre sourcing et qu'effectivement, tous nos templates sont faits, etc., ça prend pas plus de temps. Pas du tout. Mais par contre, l'efficacité est accrue parce qu'en plus, peu de personnes vont faire comme ça. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui se développe plus comme ça? Parce que justement, tu parlais de l'IA tout à l'heure. Et avec l'IA, je pense qu'on peut faire plus de templates et plus démocratiser cette façon de faire, ou peut-être de... Ça va peut-être venir. Oui, c'est pas faux. L'outil le permet, absolument. Mais ce qu'on voit, c'est pas ça, finalement. Ce qu'on voit, c'est la démultiplication de contenu moyen, quoi. En fait, c'est comme sur LinkedIn. Donc, ça a permis l'accession de plein de personnes au fait d'écrire sur LinkedIn, ce qui en soi est top. Sauf que ce qu'on voit, c'est la démultiplication de posts pas dingue, quoi. Ouais. Donc, copier-coller, etc. Donc, oui, les outils nous permettent plein de choses. C'est formidable. Mais si c'est juste pour copier à grande échelle des choses qui sont pas incroyables, bon, c'est dommage. Par contre, si on se pose la question en amont, et c'est ça qu'il faut faire, je pense, avec l'IA, c'est se poser en tant que prestataire de recrutement la question de se dire comment ça peut véritablement améliorer, ma productivité d'un côté en back-office, et deux, avec mon client, peut-être en faisant des dashboards, il y a plein de choses à faire, des templates, etc. Se mettre un bon coup dessus pour le faire une bonne fois pour toutes, le travail en qualité. Et effectivement, après, on va démultiplier cet effet qualitatif grâce à l'outil. Je vois totalement. En fait, nous, on est exactement dans cette logique-là en ce moment, de comprendre déjà tous les outils qui sont à notre disposition et de savoir comment les utiliser. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des concurrents vont balancer la nouveauté tout le temps et c'est plein de choses en direct et c'est pas forcément pertinent et ça ne ressort pas de la masse, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a un peu une polarisation du marché du recrutement en ce moment. Qui va probablement s'accentuer. Alors peut-être que j'ai tort, c'est mon opinion personnelle, mais d'un côté, par l'accession de ces moyens de production qui deviennent accessibles à tous, ça favorise aussi des formats très volumiques. Donc évidemment, puisqu'on va pouvoir envoyer plus de CV très rapidement, etc. Donc pour certains types de formats d'activité, je pense à l'intérim par exemple, c'est particulièrement intéressant, ou pour peut-être des cabinets qui vont être sur un système de volume, gros volume, etc. Notamment sur des emplois moins qualifiés, etc. Ça peut être très intéressant. Et de l'autre côté, une polarisation vers la qualité. Moi, ce que j'enseigne, qui est plutôt la partie premiumisation, du coup, sur des personnes, sur des candidats, en tout cas de haut niveau, sur des demandes plus pointues, où là, toute la partie de personnalité de marque, de spécialisation, d'expérience candidat, d'expérience client, va prendre tout son sens. Et au milieu, je pense que le ventre mou va un peu avoir des difficultés, à mon avis. Ok. Et tu penses que c'est une polarisation qui va se faire sur longtemps ou... Parce que l'IA, ça avance extrêmement vite. Oui. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. C'est vrai. Et donc, est-ce que tu as une horizon? Comment on se prépare? Je ne saurais pas dire en termes d'horizon. Par contre, comment on se prépare en choisissant en fait quel ADN on veut donner à notre cabinet de recrutement, et si on n'est pas cabinet, même à notre démarche de recrutement, notre activité de recrutement, même quand on est en interne. Finalement, il y a plein de façons de faire un peu notre art de recruteur, et il est temps de se poser la question de comment est-ce qu'on veut le faire véritablement, en fait, quelle empreinte on veut laisser là-dedans. Je pense que c'est d'abord ça. Donc, une fois qu'on a fait ce choix-là, après les choses en découlent
relativement rapidement. Si on veut, par exemple, travailler avec des clients de confiance de façon renouvelée sur des postes intéressants, de haut niveau, etc., qui vont demander aussi une espèce de cohérence et de confiance, encore une fois pointue, on va se situer du côté plutôt qualitatif du sujet, qu'il va falloir accentuer encore plus, être encore plus pertinent, encore plus spécifique, encore plus authentique, etc. Donc je pense que c'est d'abord une question de réfléchir à ce qu'on fait. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que quand on parle de spécialisation, de se personnaliser, de trouver son ADN, on va souvent enfoncer des portes ouvertes. Et après, je trouve que tous les cabinets finissent par dire un peu la même chose. Donc, je n'arrive pas encore à voir qu'est-ce qui sont... Je fais exprès de faire la découverte, mais qu'est-ce qui fait qu'on va être plus spécialisé au-delà de nous, par exemple, on travaille beaucoup sur SAP. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme chose à mettre en avant pour se dire qu'on est différent d'un autre cabinet? Différent, ça ne veut pas forcément dire faire ce que personne n'a jamais fait au monde. Hein. Donc, c'est spécifique plutôt qu'il faudrait dire en réalité que différent, parce que oui, on fait du recrutement, oui, effectivement. Donc, il y a le côté de spécialisation, le côté d'expertise. Comment on peut prouver finalement qu'on est l'expert de notre domaine avec des chiffres, avec des résultats? Est-ce qu'on a des cas clients? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Pareil sur la partie candidat, est-ce qu'on a des assets en fait aussi qui nous distinguent? Par exemple, une méthodologie propriétaire. Par exemple, un asset de vivier candidat ou même de communauté, si on va encore plus loin, de communauté candidat sur laquelle on peut s'appuyer et là qui n'est pas copiable non plus. Est-ce qu'on a une expertise particulière due à notre expérience personnelle, par exemple? Tout ça, ça va s'ajouter les uns les autres, la communication aussi, la façon dont on va, le ton de voix qu'on va avoir, etc. à l'externe, tout ça va s'ajouter, va faire un peu effet cumulé et va nous rendre un peu spécifiques sur notre domaine. Le plus on est sur quelque chose de resserré et le plus ce sera vrai, forcément. C'est quelque chose qui fait peur souvent, parce que moi je parle en marketing, mais souvent quand on dit à quelqu'un qu'il faut se spécialiser, il se dit « Ah ok, mais je coupe mes possibilités ». Alors qu'en fait on se dit « Bah oui, mais non, en fait tu vas avoir un meilleur faisceau et tu vas être beaucoup plus efficace sur ce domaine-là que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. » C'est un des freins numéro 1, je pense, que je rencontre quand je travaille sur ces sujets-là avec mes clients, qui ont l'impression qu'en étant multispécialiste, généraliste, on dit comme on veut, finalement, c'est l'illusion du choix. L'illusion que tout peut arriver et qu'on se coupe aucune porte. En réalité, on va diluer notre message. Un autre point, je pense, là-dessus, qui gêne beaucoup les gens, c'est qu'on a toujours dit que choisir, c'est renoncer. Moi, je ne crois pas. Je pense que choisir, c'est prioriser. Ensuite, rien ne nous empêche, effectivement, de travailler une deuxième verticale, une troisième verticale sur un domaine similaire ou même différent, pourquoi pas. J'ai aucun problème avec ça, mais il faut le faire en toute conscience et de façon qualitative, encore une fois. Si c'est pour s'éparpiller dans tous les sens, c'est un peu moins intéressant. Et surtout si on est un petit cabinet, ou à plus forte raison si on est tout seul, le fait de pouvoir capitaliser notamment sur ses sourcings, sur son travail, sur ses clients, sur son expertise aussi d'un tissu économique, d'un tissu local, c'est pas possible si on en a 50 000 en fait, parce que on est tout seul ou on n'est pas beaucoup dans le cabinet. Donc en fait, on ne peut pas avoir on peut pas appliquer, autrement dit, des stratégies de multispécialistes, de grands cabinets multispécialistes qui ont 400, 500 consultants sur tout le territoire sur des multispécialités, quand on est un cabinet à taille humaine de, 1 à 10 personnes, par exemple. C'est pas la même stratégie qu'il faut appliquer. Donc ça n'empêche pas d'avoir plusieurs après verticales. Je suis pas pour forcément se nicher à tout prix, mais il faut comprendre comment on va travailler pareil derrière. Ok, mais c'est super intéressant en fait, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez actuels parce que, et aussi assez effrayants, parce que je pense que quand on est un petit cabinet ou même quand on est un recruteur en indépendant, on est impressionné par la charge, par exemple, même, j'allais dire LinkedIn, parce que je sais que LinkedIn, il pense à faire plus du recrutement, s'ouvrir à... Mais voilà, ou les Maltes, ou les choses comme ça, qui sont des places où on peut avoir du recrutement. Et ça fait peur, du coup, de se spécialiser. En fait, c'est plutôt de réponse à ça, parce que finalement, des très gros acteurs comme ceux-là, qui sont par définition pas spécialisés du tout, comment est-ce qu'on peut boxer dans leur catégorie, finalement? C'est pas trop possible, en fait, c'est même pas trop souhaitable non plus. Donc là, on va avoir de la crédibilité, nous, en tant que recruteurs indépendants ou petits cabinets, c'est justement en étant l'expert réel d'un domaine, l'expert en profondeur, pas juste en surface. Et donc ça, c'est possible parce que on connaît tous
tous les clients, on connaît tous les candidats, on connaît tous les codes, on connaît aussi techniquement de quoi on parle sur les métiers. Et ça c'est possible parce qu'on a l'expérience, qu'on l'a répété plusieurs fois, etc. Donc, à moins, effectivement, de pouvoir le répéter sur des zones jumelles, disons, voisines, je ne crois pas qu'on puisse avoir des multitudes de spécialités. Et encore, ça, c'est un discours que j'aurais pas tenu peut-être 5 ans avant. Okay. Mais le marché est différent. Le marché est beaucoup plus sur une spécialisation aujourd'hui. On le voit dans les chiffres. On le voit dans les chiffres des gros cabinets, par exemple, sur l'année dernière, qui quand même étaient en décroissance, etc. Et sur certains qui ont tenu, entre guillemets, la barre dans un contexte de crise, donc dans un contexte difficile. On le voit aussi dans la revente des cabinets, etc. On voit que ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, ce ne sera plus comme ça et qu'effectivement, on pourra être beaucoup plus généraliste. Pourquoi pas ? On fait avec la vague qu'on a actuellement. Et la vague qu'on a actuellement nous dit que pour se distinguer, il faut qu'on ait quelque chose pour se distinguer. Si on essaie de faire la compétition sur un côté généraliste avec des énormes mastodontes, bon, c'est un peu compliqué. J'ai une autre question, peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais quand on doit favoriser la relation, est-ce qu'on favorise celle du manager consultant qui va peut-être nous donner plein de missions, ou peut-être celle du consultant? Comment on jauge les deux? Je pense que c'est à peu près au même niveau, que c'est tout aussi important l'un que l'autre, mais de quel côté on se place? Comment Ouais, ça c'est une question où tout le monde va répondre oui, bien sûr, il faut être aligné les trois parties prenantes, etc. Sauf que dans la vraie vie, parfois, c'est pas complètement comme ça. Donc, la plupart du temps, normalement, si on a bien travaillé notre sélection aussi de clients, de candidats, tout ça, les intérêts sont alignés. C'est un peu notre travail d'aligner les trois, en fait. Donc, que tout le monde soit content. On trouve le bon job au candidat, on trouve le bon candidat au client, et nous, on a une bonne prestation pour avoir fait ça. Bon, super. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué parce que l'intérêt du client n'est pas exactement celui du candidat. Donc, par exemple, rémunération, par exemple, d'autres critères, etc. Je pense que nous, notre posture, finalement, elle est celle du tiers de confiance quand même. Donc, on ne peut pas être d'un parti pris trop fort. Bien sûr que c'est le client qui nous paye, mais en même temps, il nous paye pour être un conseil. Quand même, pas juste un distributeur de CV. Et c'est là aussi où la différence entre est-ce qu'on est sur du volumique ou est-ce qu'on est sur du premium dans notre façon de travailler. Si on veut effectivement du distributeur de CV, c'est super, mais ce ne sera pas avec nous, quoi. Parce que justement, nous, on prendra un peu ce recul. On essaiera de faire travailler les parties prenantes entre elles, mais quand ce n'est pas possible, il faut que ce soit les personnes qui prennent leurs décisions aussi. Je vois exactement. Et aussi, c'est souvent que j'imagine qu'on se dit que si on aide plus le manager, il va nous retravailler avec nous. Donc, on est un peu polarisé. On se dit un consultant, à part si c'est très spécialisé, peut-être qu'on va en trouver un deuxième, un troisième. Et donc, il y a certains qui se disent oui, je vais plus me mettre du côté du manager que du... Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quel est le problème, en fait. Donc, si c'est des sujets de rémunération, en général, de négociation, choses comme ça. En fait, il n'y a pas de parti à prendre. Parce que finalement, c'est aligner les deux, c'est aussi, évidemment, on va se placer du côté du client, mais aussi du candidat. Parce que si on épuise notre marché et que finalement, on fait mal notre travail côté candidat, ça va aussi se savoir, on n'aura plus personne avec qui travailler après. Donc, dans les deux cas, finalement, ce n'est pas notre intérêt à nous que d'avoir un parti pris trop fort. Après, bien sûr, en l'état avec un client, par exemple, ou un candidat, si on estime, nous, en notre âme et conscience, que là, par exemple, pour, 500 €, il est en train de passer à côté d'une pépite, c'est notre travail aussi de lui dire droit dans les yeux, quoi. Ou inversement, au candidat à dire, il faut faire un peu montre de flexibilité. Et j'ai une question aussi, encore une fois, qui n'a rien à voir sur le fait que ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, ça demande quand même énormément de veille, de lecture du marché. Et souvent, un recruteur, il a 25 000 trucs à faire en même temps. Comment on fait pour gérer tout ça en tant qu'indépendant, petite boîte, par rapport, par exemple, tout comme tu disais tout à l'heure, les mastodontes, etc. Si on est sur un tissu resserré, sur une verticale resserrée, déjà,
Nos clients sont littéralement parfois nos candidats et inversement. Ok. Donc finalement, c'est notre travail de connaître notre écosystème. Ok. Donc on va le connaître de facto parce qu'on va avoir les personnes en entretien, on va avoir les personnes en brief, etc. On va comprendre qui fait quoi, où sont les mercatos, qui part de chez qui, etc. C'est aussi comme ça qu'on va accentuer notre expertise du secteur d'activité et ou de la zone géographique. Donc je pense que déjà ça répond à ça. Et puis finalement, il ne faut pas opposer les choses entre elles. Je pense que quand on connaît bien son tissu local, par exemple, ou secteur d'activité, ça nous aide à comprendre les jobs qu'on recrute et donc à mieux matcher. Ça nous aide aussi à comprendre nos clients. Enfin, tout est lié finalement. Donc, il y a plein de choses à faire en même temps que la production, en réalité, pour gagner aussi en expertise et en puissance. Super. Je vais reprendre ma petite feuille. Ça va... Parce qu'on a beaucoup parlé. Oui, je n'avais pas pensé à ce sujet-là. Lorsqu'on fait un process, donc on est maître du process, souvent les managers ont besoin d'être rassurés avec des longs process, de grands entretiens, etc. Et c'est l'inverse du côté des consultants. Comment on pilote ça en se disant, OK, c'est quoi le bon truc à faire? C'est une bonne question parce que ça nécessite de comprendre le process de décision de l'entreprise et du client en tant que personne aussi, qui souvent n'est pas le même d'ailleurs. Donc, essayer de comprendre qui est le vrai décisionnaire, déjà, ça c'est la base. Donc, c'est pas forcément le manager qu'on a en face de nous. Parfois, il se fait aussi influencer par d'autres personnes. Donc, ça, c'est aussi notre travail, d'essayer de comprendre finalement qui intervient dans la décision de façon officielle ou officieuse. Ensuite, c'est de mettre en place finalement un comité de sélection qui soit assez pertinent et assez court dans le processus pour que la personne ne dilue pas sa responsabilité non plus, en fait. Bien sûr. Donc, voilà. Ok. Oui, en plus, souvent, c'est vrai qu'il faut expliquer aussi que recruter un freelance, recruter un CDI, par exemple, c'est pas la même chose. Je sais que sur le CDI, ça va être plus long, on va être OK sur le fait d'être plus long. Le freelance, comme il peut partir ailleurs, il faut être beaucoup plus efficace. En fait, le process, il faut le discuter. Il ne faut pas avoir peur de le challenger parce que s'il est trop long, ça peut être un signe finalement qu'il y a une problématique de prise de décision en interne. Donc, par exemple, on se renvoie la patate chaude entre les services, etc. Et finalement, plus personne ne prend la décision parce qu'il y a 50 000 personnes. Bon, ça, c'est un cas d'école un peu classique. Il peut y avoir aussi oui, mais je ne suis pas bien sûre, je voudrais bien en voir d'autres, etc. Donc, ça se dilue dans le temps parce que finalement, le sujet là, c'est la peur de la prise de risque. Donc, la peur de la prise de risque, ça crée une sorte de paralysie. Et en faisant une illusion du choix, en voyant plein de gens, en essayant plein de méthodes, plein de cabinets aussi potentiellement, c'est le même problème en fait. C'est souvent une difficulté à prendre une décision. Derrière la difficulté à prendre la décision, c'est soit on n'a pas bien compris ce qu'on cherche vraiment. Même en tant que manager, on pourrait se dire c'est ridicule ce que tu dis, mais parfois on ne sait pas exactement ce qu'on recherche. On pense qu'on cherche quelque chose, mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Donc là, il y a une différence entre la demande et le besoin. Et parfois, ça peut être aussi une question de responsabilité par rapport, par exemple, au N+1. Ils ont peur de se tromper et de se tromper en face de leur chef, en gros. Donc, nous, on doit être aussi des aides à la décision là-dessus. On peut aussi, en tant que tiers de confiance, justement, avoir un peu cette idée d'être un peu entre les deux, d'être un peu coupe-feu, finalement, puisqu'on peut prendre une part de cette responsabilité en étant partie dans le process de sélection. Pas de décision, mais de sélection, en tout cas. De toute façon, oui, on est forcément parti, parce que c'est nous qui faisons la première porte du funnel. Donc, exactement. Donc ça peut être aussi intéressant, mais c'est à analyser en fait. Qu'est-ce qui bloque la décision? Est-ce que c'est simplement on n'a pas bien compris que le recrutement ça va vite, classique, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Les critères, par exemple, la personne n'est pas vraiment en phase avec ces critères-là, ou le besoin, la demande, c'est pas la même chose, ou il y a des sujets qui nous échappent en interne de l'entreprise et qui font que ça bloque la décision. Oui, je vois. Souvent, nous de notre côté, ce qu'on fait pour voir ça, c'est on participe déjà à tous les entretiens. Oui. Même si on n'est pas, on reste là, on est dans les entretiens. Comme ça, on peut déceler tout de suite les signaux faibles, les problématiques. Quelle autre chose on peut faire pour... S'il y a plusieurs personnes qui interviennent, c'est être présent dans les comités de décision. Moi, j'ai des clients que j'ai poussés à faire ça, finalement, sur des postes assez de haut niveau, en fait, où il y avait vraiment un gros enjeu. Et finalement, ce dont on s'est aperçu, c'est que donc, il y avait 3 décisionnaires, et il y avait un décisionnaire qui bloquait les autres. Et donc, il y avait des jeux aussi de pouvoir entre les personnes.
qui faisait bloc contre, etc. Mais du coup, l'autre personne qui n'était pas d'accord essayait de ramener un sourcing par lui-même, etc. Donc, il y a tout un jeu qui se jouait là, au détriment, évidemment, de mon client, en l'occurrence, qui a fini par aplanir la situation. Mais il fallait d'abord la comprendre en profondeur. Ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été physiquement présent, enfin, à distance, mais présent, dans les comités de direction pour comprendre ce qui se joue, en fait, entre les gens. Véritablement. Donc là, vraiment, on est à un degré du dessus. Pour le coup, on ne peut pas juste se contenter, en gros, de la parole des personnes. Il faut essayer de comprendre s'il y a des choses qui se trament, qui nous auraient échappé, éventuellement, essayer d'analyser ça et de le contrecarrer. Ok. C'est assez compliqué parce que souvent, surtout si on est challengé par rapport avec d'autres cabinets, c'est assez compliqué de rentrer dans le comité de décision, d'avoir une place un peu premium où on voit les dessous. C'est dur de tirer son épingle du jeu, je pense. Ouais, c'est tout le sujet qu'on a traité aujourd'hui. C'est finalement, plus on va avoir ça en amont, plus on va le développer. Voilà ce que ça peut créer, en fait. Ça peut créer, en fait, des places privilégiées. Effectivement, on prend aussi un coup d'avance, entre guillemets, par rapport, nous, à la concurrence. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du travail, mais ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que finalement, les clients nous font assez confiance pour nous ouvrir des portes de réunions qui sont privées, etc. Donc, je pense que ça, c'est important. Ça se joue en amont. Bien sûr, parfois, on arrive sur des postes où on n'est pas tout seul. On arrive pas en avance de phase, mais il y a déjà des personnes qui ont travaillé dessus. C'est un autre sujet, mais qui peut être tout à fait repris, en fait. Il n'y a rien de... d'immuable. Ouais, il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien qui est gravé dans la roche en se disant oui, bon, trop tard, bon, j'arrive, ça fait déjà un mois qu'ils essaient de recruter, du coup, je ne vais pas en demander trop. Non, il faut en demander trop, en fait. Au contraire, il faut essayer de travailler comme nous, on veut travailler aussi. Okay. Il faut imposer, mais il faut imposer sa ligne de conduite pour qu'on puisse travailler le plus sereinement possible avec... C'est pour le client aussi, c'est que ça lui donne un autre angle aussi. Si finalement on refait la même chose que tout le monde et on essaie juste d'avoir un sourcing un peu différent, il y a de fortes chances que ça a déjà été essayé auparavant finalement. Donc essayons peut-être un angle un peu différent. Évidemment, il faut être flexible quand même. Il faut essayer de comprendre la personne qu'on a en face, etc. Pas y aller de façon brutale non plus. Mais oui, il y a une forme d'assurance à avoir, je pense. On revient à ce que tu disais sur la posture. En fait, finalement, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, là, par exemple, à un recruteur qui est en face de toi, tes clients, quel est le conseil numéro 1 ou les 3 plus gros conseils que tu donnerais? Je sais, je te prends un peu de beaucoup. Il y en a beaucoup. La première des choses, c'est que moi, je considère qu'effectivement, on pourrait mieux miser son approche quand on est, à plus forte raison, un prestataire, donc cabinet de recrutement, recruteur indépendant, c'est-à-dire à la fois dans son offre de service, dans sa posture, dans son positionnement, dans sa façon de travailler, dans ses outils, dans ses clients, dans ses candidats, ça fait beaucoup, ça va en fait nous distinguer complètement, nous donner une longueur d'avance et nous permettre finalement de travailler aussi de façon plus sereine. Parce que recruteur, c'est un travail très prenant, très stressant aussi, puisqu'on ne maîtrise pas notre timing, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi un processus qui soit à notre service et qui aligne tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, qui aligne les intérêts de toutes les parties. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, si on travaille de façon qualitative, c'est bon pour nous, parce qu'on ne va pas prendre 50 000 jobs, parce qu'on va très bien travailler ceux qu'on a parce qu'ils sont rentables pour nous, pour dire les choses clairement. De l'autre côté, par contre, on va travailler avec les meilleurs candidats. Ça va bénéficier aux clients, parce qu'ils auront la meilleure prestation, ils auront les meilleurs clients, les meilleurs candidats. Et pour les candidats, la même chose. Ils auront accès finalement à des offres de postes de haut niveau, avec une façon de travailler avec eux, une expérience qui est au-delà du marché, au-dessus du marché, etc. Donc, on essaie de respecter en fait les personnes avec qui on travaille, les ressources, pour que ça dure longtemps. Il y a une question aussi de recrutement durable derrière ça, quelque part. Pour aller loin, pour aller longtemps, il faut ménager un peu sa monture. Donc, il ne faut pas qu'on soit, nous, en tant que recruteurs, épuisés. Il faut aussi respecter les clients et respecter les candidats qui sont notre ressource première. Il se trouve que ce sont des gens. Donc, il faut respecter ça et le faire de façon le plus durable et la plus qualitative possible. Ce n'est pas juste des CV. C'est beau ce que tu dis, ça revient à l'épisode qu'on a fait précédemment avec Alexia Hury qui parlait de recrutement durable et du boussole du recrutement, et elle avait plusieurs points qui devaient passer dans un bon recrutement et c'était important oui. Donc je trouve ça beau que ça se connecte. Exactement, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça le conseil, et puis
C'est dosé après. C'est finalement, il y a une question aussi d'empowerment, un peu comme on dit en anglais, donc aussi de faire valoir ce qu'on vaut, qu'on soit en interne, en externe, face à nos clients internes ou externes, du coup. Démontrer de notre valeur, pas simplement la dire, pas simplement la déclarer, mais bien la démontrer et la prouver. Et ensuite, oser aussi avoir cette posture de prestataire, partenaire plutôt. Ok. Est-ce que tu aurais une personne à recommander pour ce podcast que tu trouverais intéressant pour discuter, pour parler avec vous? Pareil, j'en ai plein. Ah bon. Là, je pense à une personne de mon écosystème qui s'appelle Sébastien Danel. Ok. Et c'est intéressant parce qu'il est passé de généraliste justement à spécialiste sur un segment en IT. Donc c'est assez intéressant le parcours sur une petite partie du marché IT, donc les CSM en l'occurrence. Ok, Voilà. Ok, intéressant. Donc on essaie de le contacter. Ça marche. Est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu peux... Sur LinkedIn, où je suis plutôt active, parce que je publie pas mal de contenu. Sur LinkedIn, en message privé, je réponds... évidemment, je suis une vraie pipelette, hein, comme vous avez vu. Donc, faut pas hésiter à me contacter. Et puis sur mon mail, mais tous mes contacts sont sur LinkedIn, de toute façon. Donc, Johanna Bouy. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Merci pour l'invitation. C'était très cool. Merci à toi d'être venu.